Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le procureur de la République. Yves Duppas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en début d'année pour faire un point sur le fonctionnement de la justice en Calédonie. Parce que j'imagine que, comme beaucoup de services, d'organisations ou d'institutions, vous fixez des axes de travail ou des priorités. Est-ce que c'est le cas pour l'année 2023 ? Est-ce que vous avez réfléchi à votre façon de travailler ? Alors pour 2023, notre objectif, c'est de maintenir le parquet dans l'action. D'abord en veillant à l'application scrupuleuse de la loi dans le contrôle des enquêtes et dans la détermination des poursuites, en veillant aussi à l'égalité de traitement des justiciables, et en agissant, en remplissant nos missions en toute impartialité, en toute indépendance, quelle que soit la situation sociale de l'auteur de l'infraction, quelle que soit son appartenance à telle ou telle communauté. C'est très important pour toute l'équipe du parquet. Et puis, c'est de développer aussi un certain nombre d'outils, de mesures, et nous avons pour objectif, effectivement, de mettre en place cette année un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Vous savez que c'est une problématique majeure sur le territoire. Même chose, nous contribuons à une réflexion sur la création d'une unité médico-judiciaire hospitalière pour mieux prendre en charge les victimes dans une forme de guichet unique. Et puis aussi, nous souhaitons bien sûr poursuivre dans nos priorités de politique pénale la lutte contre les violences intrafamiliales qui sont insupportables sur ce territoire, les violences sur la voie publique, les trafics de stupéfiants, la lutte contre les cambriolages, les vols de véhicules et également la délinquance économique et financière ainsi que la sécurité routière. Voilà du pain sur la planche pour le parquet. C'est le tableau général. Est-ce que vous avez l'impression que la délinquance évolue en Nouvelle-Calédonie ou finalement elle a aussi ses constantes ? Les constantes, c'est effectivement, hélas, ces violences au sein de la sphère familiale, qui trouvent ses racines finalement à la fois dans une société à dimension fort patriarcale et puis aussi par rapport à un paramètre qui est commun à beaucoup de formes de délinquance, sont les addictions à l'alcool notamment. Et ça, la justice peut faire quelque chose là-dessus ? Écoutez, la justice a un certain nombre de leviers. Le premier levier, c'est peut-être, et en s'adressant aux jeunes, c'est la prévention de la délinquance avec les maires des communes et des engagements sur le rappel à l'ordre, sur le conseil pour les droits et devoirs des familles. Tout ceci est très important, agir le plus tôt possible par rapport aux jeunes. Et c'est aussi tout, bien sûr, le dispositif que nous déployons par rapport à la recherche de la peine adaptée, des peines à caractère pédagogique, finalement, des stages qualitatifs qui ont pour but de faire réfléchir l'auteur de l'infraction en fonction, bien sûr, du principe de l'individualisation de la peine. Donc vous avez différents leviers. Et le troisième levier, c'est la peine d'emprisonnement ferme, alors qui peut être exécutée donc sous forme de bracelet électronique, ou alors pour les faits les plus graves, pour les faits qui concernent des auteurs multirécidivistes, c'est bien évidemment l'incarcération. Donc de ce point de vue, il faut quand même rappeler que nous avons aujourd'hui en circulation 160 bracelets électroniques, donc mise en place de 160 bracelets électroniques. C'est le double par rapport au début de l'année 2021. Et puis nous avons une situation au Camp Est, que vous connaissez, avec finalement une moyenne de personnes détenues autour de 530 jusqu'au 1er janvier 2022. Et puis ensuite, nous avons eu effectivement jusqu'à 626, même un pic à 626 détenus, qui illustre pour aussi... Combien de places ? Pour 414 places. 626 détenus pour 414 places. Et donc, effectivement, une situation qui illustre aussi le traitement judiciaire ferme de la justice par rapport à des faits
grave et qui nécessite l'exclusion de l'auteur de l'infraction de la société pour un certain temps. Et pour autant, vous le savez, avec la situation du camp, est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel vous ne pourrez pas aller ou mettre les gens en prison? C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de bracelets électroniques. Est-ce qu'il y a une réflexion en cours à ce niveau-là? Est-ce que les choses bougent? On sait que la situation est régulièrement dénoncée. Alors, nous espérons un projet de création d'un nouvel établissement, puisque la structure du centre pénitentiaire de Nouméa n'est plus adaptée, mais c'est effectivement de la compétence du pouvoir exécutif. Alors vous l'avez évoqué, et vous avez signé en 2022 un certain nombre de conventions avec les institutions, que ce soit les mairies ou les provinces, sur par exemple le dispositif errance pour les mineurs, pour les familles dont les enfants font des bêtises. Est-ce que ces dispositifs portent leurs fruits? Est-ce qu'il y a vraiment une efficacité? Est-ce qu'il y a une collaboration réelle entre les institutions et la justice? Alors la collaboration avec la province sud sur différents champs, à la fois le repérage des mineurs en errance, le stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales, le stage de responsabilité parentale. On travaille beaucoup sur ces dispositifs de parentalité, d'accompagnement à la parentalité. Oui, cette collaboration, elle fonctionne très très bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit étendue à l'ensemble des provinces dans un schéma de politique publique territoriale, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est compliqué, en tout cas ici en Nouvelle-Calédonie. Et c'est dommage, parce que finalement, ce sont des jeunes Calédoniens qui peuvent se perdre dans l'errance, dans la commission de cambriolage ou d'actes de violence sur la voie publique. Vous voulez dire que la justice se heurte aussi parfois à l'empilement des compétences en Calédonie? C'est clair. C'est très clair. Ou empilement des compétences. On le voit par exemple en matière d'environnement, sur le droit à l'environnement. Nous avons des compétences éclatées entre les différentes provinces et c'est dommage, c'est une perte d'efficacité. Ou une forme d'immobilisme, il faut le dire. En matière de sécurité routière, il est nécessaire de faire évoluer les textes. Il faut un contrôle technique des véhicules sur ce territoire pour renforcer la sécurité des véhicules qui circulent. Il faut améliorer effectivement la question de la formation à l'apprentissage, à la conduite. Donc il y a toute une série de modalités qui doivent évoluer. Il n'y a pas de fatalité à ces nombreux accidents, trop nombreux accidents mortels. On est à 70 sur 2022. C'est bien évidemment accablant, affligeant et c'est insupportable. Alors monsieur le procureur, il y a une procédure que vous avez beaucoup utilisée en 2022, c'est ce qu'on appelle le plaidé coupable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi cela consiste en quelques mots? Parce que certains ont l'impression que c'est un petit arrangement finalement entre certains délinquants et la justice. Alors d'abord, c'est une voie procédurale très encadrée par la loi, dans laquelle le procureur propose effectivement une peine au prévenu. Sans qu'il y ait procès. Hors du cadre de l'audience classique. C'est une décision de justice. Le jugement, l'ordonnance d'homologation du plaidé coupable, est une décision de justice, qui comprend deux phases. La phase du parquet, sous réserve bien évidemment que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés. Le parquet propose une peine adaptée, et ensuite, lors de la deuxième phase, le magistrat du siège, effectivement, fait un certain nombre de vérifications sur cette proposition de peine pour effectivement homologuer ou non. Donc un dispositif judiciaire, effectivement, un double cliquet qui garantit effectivement les droits des personnes, qui garantit aussi les droits des victimes, puisque les victimes peuvent bien évidemment formuler des dommages et intérêts au cours notamment de la seconde phase. Et un exemple, moi, ma pratique, c'est de recevoir les victimes de violences conjugales pendant la phase parquet, avant même de recevoir le prévenu pour la proposition de peine, pour bien garantir les droits de la victime de violences conjugales. Les peines sont les mêmes que s'il y avait une audience classique?
Écoutez, Ou est-ce que c'est forcément moins parce que la victime, enfin le délinquant a accepté cette procédure? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Hier, le parquet a pratiqué des plaidés coupables sur déferment après garde à vue et des peines d'emprisonnement ferme ont été proposées et acceptées avec un écrou immédiat. Donc, effectivement, sous le contrôle de l'avocat, hein, puisque l'assistance de l'avocat est obligatoire dans cette procédure, eh bien, nous pouvons aussi réduire le délai du prononcé de la peine et son exécution de manière intéressante avec cette procédure de poursuite rapide. L'autre intérêt de cette procédure, c'est qu'elle désengorge les tribunaux et que ça permet à d'autres affaires d'être jugées plus rapidement? Bien sûr, hein, c'est la fluidité de notre chaîne pénale, hein, nous avons 6 audiences de plaidés coupables chaque mois au TPI, et donc c'est très important ce dispositif. Et nous avons désormais 60% de nos procédures de poursuite qui se situent dans les poursuites rapides, qui comptent à la fois le plaidé coupable, mais aussi les ordonnances pénales délictuelles. Sans passage par l'audience, mais avec une homologation par le juge du siège. Monsieur le procureur, vous avez évoqué en début d'entretien les axes de travail et les priorités que vous êtes fixées pour cette année, qui sont dans la continuité de ce qui a eu lieu l'année dernière. Est-ce que vous avez les moyens de mettre en œuvre ces politiques, les moyens humains, financiers? Alors certains leviers nous appartiennent et il convient pour nous de développer toutes les modalités les plus intéressantes, les plus pertinentes. Et puis, bien sûr, la justice ne peut pas agir seule. Et elle peut effectivement dépendre d'autres actions, des actions du territoire. Je pense notamment, par exemple, à la lutte contre les addictions à l'alcool et aux stupéfiants. Il est important pour le territoire que cette problématique soit vraiment pilotée. Il me semble pas que ce soit le cas actuellement, qu'il n'y a pas de réflexion sur l'addictologie, qu'il n'y a pas de moyens suffisants, et la justice ne peut pas agir seule par rapport à ces problématiques qui dépendent d'autres responsabilités, d'autres structures, d'autres institutions. Mais pour ce qui est de sa compétence, elle a les moyens de fonctionner. La justice a les moyens de fonctionner. Je pense que, en tout cas sur ce territoire, la justice remplit ses missions. Elle remplit pleinement ses missions. Bien évidemment, nous souhaiterions voir nos effectifs augmenter, effectifs de magistrats, effectifs de greffe, effectifs de juristes assistants, de contractuels. Et je crois que c'est en tout cas le cap pour le garde des Sceaux, qui a annoncé un certain nombre de mesures planifiées sur les 5 prochaines années. Et donc nous attendons ces mesures, bien sûr, avec impatience. L'idée, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité des actes de justice aussi. Ça concerne le parquet. Vous savez que le ratio du nombre de parquetiers en France est de 3 pour 100 000 habitants. C'est effectivement très, très, très faible par rapport au ratio des autres pays européens qui vont jusqu'à 12, 15 même parquetiers, enfin procureurs pour 100 000 habitants. Et donc, bien évidemment, la question, c'est le temps que l'on peut consacrer sur l'examen d'une procédure. Et les recherches que l'on doit consacrer sur telle ou telle infraction, sur telle ou telle jurisprudence. Donc ce sont des éléments très importants et nous attendons beaucoup en ces améliorations, en tout cas internes, de la part de la chancellerie. Yves Dupont, on avait annoncé ou évoqué la visite du ministre de la Justice, peut-être en décembre, avait-on dit, pour l'inauguration du centre hospitalier du Nord. Finalement, elle ne s'est pas faite. Est-ce qu'il y a des visites programmées à votre connaissance? Alors, pour le centre de détention de Koné, nous devrions effectivement avoir une mise en service d'ici
d'ici fin janvier, c'est ce qui est annoncé. Et ensuite, le garde des Sceaux appréciera pour venir inaugurer cet établissement. Cet établissement qui ne réglera pas l'ensemble des difficultés liées à la surpopulation pénale du centre pénitentiaire de Nouméa, mais c'est un établissement en tout cas qui permettra d'accueillir 110 personnes condamnées avec des conditions d'hébergement, de prise en charge, de préparation à la sortie qui seront bien évidemment optimisées. Yves Dupac, procureur de la République, merci beaucoup d'avoir été avec nous.